Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 27 août 2022. Mon nom est Claude Laferrière, maître Claude Laferrière. Je suis enseignant en géopolitique et avocat depuis 1992. Je vais vous décrire un peu ma biographie avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui qui est très délicat. Et je n'ai pas l'habitude d'aborder des sujets aussi chauds d'actualité. D'abord, j'ai commencé mes études de droit à l'Université McGill pour les interrompre pour joindre les forces armées régulières au moment du premier référendum. J'ai complété mes études de droit à l'Université de Montréal. J'ai fait un bac et une maîtrise. Par la suite, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Georgetown en droit de la sécurité nationale. Au préalable, j'avais fait un baccalauréat et une maîtrise en philosophie. J'ai fait une scolarité de doctorat en philosophie aussi à l'Université Laval, que je n'ai pas complété. Je n'ai pas obtenu mon doctorat pour des raisons de santé. Par la suite, bon, écoutez, comme bilan de ma carrière, 28 années au service correctionnel. J'ai travaillé dans les dossiers de victimes d'actes criminels. J'ai été double médaillé du gouverneur général. Voilà. Le titre, évidemment, la vidéo que je fais aujourd'hui, dans une perspective d'éducation populaire, je n'attends aucune considération de quelque nature que ce soit, ni aucun mandat. Cette vidéo, je la fais surtout comme avocat et juriste, là. Non pas comme avocat qui représente un client, mais comme tout simplement comme membre du barreau, et aussi comme juriste, comme spécialiste, j'enseigne le droit international public dans une université du Québec que je ne nommerai pas pour des raisons, je dirais, pour éviter toute forme d'inconfort, disons. Bon. Euh, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, la violence armée à Montréal, piste de solution. On évoque, j'ai lu dans les médias, dont je ne suis pas un fan, qu'il y a des événements graves à Montréal. On parle de meurtres en série, on parle de fusillades, ce qui est assez inhabituel pour la métropole. Quoique dans les années 80, mais la métropole de Montréal avait la réputation d'être la capitale mondiale du vol à main armée. J'avais un collègue au service correctionnel d'ailleurs qui avait fait un doctorat là-dessus, sur le vol à main armée à Montréal. Et là-dessus, disons que Montréal rayonnait, hein, ne cédait pas sa place. En fait, prenait toute la place dans le domaine du vol à main armée. Donc, on parle ici des années 70, 80. Ça a été des années terribles avant que les banques modifient leur dispositif de surveillance. Donc, la violence armée à Montréal, beaucoup d'armes circulent, des questions se posent. Qui sont les utilisateurs? Quels sont les types d'armes utilisées? Est-ce qu'on parle on a parlé de Uzi, donc une arme qui ressemble à un pistolet, mais qui est en fait un fusil mitrailleur. On parle de Beretta, peut-être d'AR-15, AR-16, peut-être le revolver classique 38 Smith Wesson. En fait, c'est pas clair du genre de type d'arme. Il semblerait qu'il y en a beaucoup, et qu'elles sont très puissantes, et on parle d'armes à déclenchement automatique ou semi-automatique avec des chargeurs lourds. On parle de peut-être 10, 40, 60, 80 balles. Je ne sais pas, là, c'est pas clair, ce que j'ai vu dans les médias. La question, qui sont les utilisateurs, donc? Qui sont les types? Quels sont les types d'armes utilisées? Quelles sont les cibles visées par ces groupes, par ces personnes? Qui sont les fournisseurs? Important. D'où proviennent-elles? Et quelles sont les circonstances de l'utilisation de ces armes? Voilà. Maintenant, dans les médias, dans la rumeur publique, on a évoqué la possibilité que ces armes viennent des États-Unis, qu'elles sont de provenance américaine. On a aussi invoqué la possibilité que ces armes transitent par le biais de
par l'intermédiaire de réserves autochtones. On a mentionné Akwesasne. Bon, ça pourrait être ailleurs, c'est à confirmer, c'est pas clair. Bon, prenons pour hypothèse que les réserves autochtones pourraient être des lieux d'entrée, des lieux de provenance, des lieux d'origine de ces armes qui se retrouvent à Montréal et qui seraient en quelque sorte achetées, distribuées par de grands groupes criminels que l'on connaît bien au Québec. Ce sont toujours les mêmes, inutile de les nommer, ils se connaissent et on les connaît. Donc, mais tout ça pose un certain nombre de problèmes, un certain nombre de questionnements que je partage avec vous à partir d'informations qu'on retrouve dans les médias. Bon, on ne parle pas ici de sources de renseignements dont moi je disposerais, mais simplement ce qu'on peut lire dans le domaine public. Voilà. Et ça pose un certain nombre de problèmes parce que ce que l'on voit surtout comme intervention gouvernementale ce stade-ci, c'est la mairesse Valérie Plante et Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique. Bon, tout ça c'est bien beau, les gens veulent engager plus de policiers, plus d'argent, plus de policiers. L'argent ne règle pas tout. Plus de policiers, ça ne règle pas tout non plus. Parce que le problème, c'est l'approvisionnement en armes. Ce qu'il faut, en quelque sorte, c'est essayer d'avoir un certain contrôle. Un certain contrôle, c'est le mot-clé, contrôle, sur les fournisseurs, sur les distributeurs. Et quand on est incapable de les arrêter, de leur mettre la main au collet, par souvent l'expression, ben il faut s'asseoir et il faut négocier. Sinon, il va y avoir d'autres morts et ça va s'étendre, ça va s'aggraver. Donc, il faut essayer de trouver des pistes de solutions, ce qui est le but de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, il faut comprendre que si on retient pour hypothèse que ces armes transitent par la réserve d'Akwesasne, c'est une hypothèse, comprenez-moi bien. C'est seulement une hypothèse. Il faut voir que ça pose des problèmes juridiques très sérieux. Et lorsqu'on voit la ville et la province de Québec se réunir, faire des annonces conjointes, moi, ce qui me frappe, c'est l'absence du fédéral, l'absence de la Gendarmerie royale du Canada et l'absence d'un représentant du gouvernement de Justin Trudeau. Et c'est bien beau tout ça, là, mais il faut être très réaliste et très circonspect et très, je vous dirais, précis et rigoureux dans l'analyse. D'abord, point extrêmement important, il y a un problème qui se pose lorsqu'on parle des réserves autochtones canadiennes. D'abord, c'est le principe de la reconnaissance de notre frontière. La frontière entre le Canada et les États-Unis, c'est en quelque sorte une détermination juridique de droit international public à laquelle les Autochtones ne participent pas. Bon. Pour eux, notre frontière, c'est la frontière des Blancs. C'est une frontière à la fois, je vous dirais, géopolitique, militaire et fiscale. Donc, ils ne reconnaissent pas notre régime fiscal, ils ne reconnaissent pas notre frontière. Donc, pour eux, le territoire nord-américain, c'est l'ensemble du territoire nord-américain. Sauf que nos Autochtones canadiens oublient que les Autochtones américains, eux, se sont vus reconnaître par le gouvernement fédéral une quasi-souveraineté. Donc, le traitement des réserves autochtones aux États-Unis versus le traitement des réserves autochtones au Canada est très différent. Ici, on est encore sur un bon vieux régime colonial qui remonte à la reine Victoria et même disons, à partir de la conquête, là. Et tandis qu'aux États-Unis, eh bien, il y a eu énormément d'échanges guerriers, acrimonieux entre le gouvernement fédéral américain et les réserves autochtones pour finalement arriver à une sorte de modus operandi entre les communautés autochtones et le gouvernement fédéral qui s'est traduit par la reconnaissance d'une quasi-souveraineté qui comporte certaines limitations, bien sûr, en matière de défense, de renseignement, de sécurité publique, d'affaires étrangères. Parce qu'aux États-Unis, évidemment, le pouvoir fédéral parle d'une seule voix. En fait, c'est un principe de droit international public. C'est aussi vrai pour le Canada, pour la France, l'Angleterre. Le gouvernement central parle pour l'ensemble de la population et d'une seule voix. Donc, on se retrouve avec un problème de reconnaissance de frontières par les communautés autochtones. C'est un problème de droit international public qui n'est pas réglé au Canada, qui est réglé en grande partie, pas complètement, aux États-Unis.
Et ça fait toute la différence. Aussi, il faut reconnaître que la question de droit criminel relève du gouvernement fédéral. Donc, je précise, la reconnaissance des frontières, le droit international public, ça relève du fédéral, ce sont les affaires étrangères, n'est-ce pas? Affaires mondiales, Canada, auxquelles s'ajoutent les affaires criminelles qui sont aussi de juridiction fédérale et les affaires autochtones qui sont aussi de juridiction fédérale. Alors, qu'est-ce qu'on voit de ce temps-ci dans les médias? Eh bien, c'est Mme Guilbeault et Valérie Plante, où est le fédéral? Et le fédéral, qui est le grand responsable de tout ça, ben, il n'est pas là, que ce soit en matière de droit international public de la reconnaissance de la frontière, que ce soit en matière de droit criminel, avec la Gendarmerie royale du Canada qui exerce le contrôle véritable sur l'ensemble du territoire, ou les affaires autochtones qui relèvent de la compétence du fédéral. Donc, à ce moment-là, on se retrouve avec un grand absent, et il faut comprendre que les matières extraterritoriales en lien avec le Canada, c'est-à-dire tout ce qui touche l'extérieur du Canada, comme par exemple le commerce international, mais aussi les activités criminelles internationales, tout ça, ça relève du gouvernement fédéral, donc de la GRC, qui s'occupe sur le terrain et Affaires mondiales Canada. Donc, l'extraterritorialité qui s'ajoute aux droits criminels, aux affaires autochtones, aux affaires étrangères en général et surtout le principe de la reconnaissance des frontières. Même que la Sûreté du Québec, pour intervenir en extraterritorialité, doit avoir l'autorisation de la GRC. Donc, on se retrouve avec un sacré problème sur les bras parce que, voici, les gun shows, c'est-à-dire les expositions, les magasins de vente d'armes aux États-Unis, dans l'État de New York, dans la région d'Albany, j'en ai compté à peu près 3, il y en a probablement plus, et c'est ouvert au public, et vous comprenez que aux États-Unis, c'est fondamental. Le droit de posséder une arme à feu est un droit constitutionnel, c'est le Second Amendment, le deuxième amendement, the right to bear arms, le droit de porter une arme. Et là, aux États-Unis, bien sûr, je ne vais pas vous donner un cours de droit américain, mais voici, il y a deux écoles de pensée sur le deuxième amendement. D'abord, il y a les démocrates qui prétendent qu'ils font une interprétation étroite du deuxième amendement, à savoir que le droit de porter une arme, c'est réservé pour les milices dans des circonstances précises et sous l'autorité du commandant en chef ou des gouverneurs des États. Donc, une interprétation très étroite qui limite aux milices, à la formation de milices, la garde nationale, ce qu'on va appeler, mais qui peut étendre aussi à des civils, qui peut permettre à des civils de porter des armes dans des circonstances. Les républicains ont une interprétation beaucoup plus large qui consiste à dire que tout citoyen peut porter une arme à feu à peu près tout le temps sous réserve de certaines conditions vraiment minimales. Donc, c'est une interprétation très large qui a été confirmée par la Cour suprême des États-Unis dans 2 décisions. La première décision il y a environ une décennie dans l'affaire Heller. Le juge Antonin Scalia a reconnu, d'une décision majoritaire d'ailleurs, unanime si ma mémoire est bonne, et que le droit de porter une arme doit être interprété largement et doit être permis à tout citoyen américain sur le territoire et que ce droit ne peut pas être limité, en quelque sorte. Est-ce qu'un non-citoyen américain peut porter une arme sur le territoire américain? Là, on rentre dans les nuances, je n'irai pas là. Et récemment, il y a quelques mois, en fait, il y a peut-être moins de 2 mois, l'arrêt Bruen, B-R-U-E-N, Bruen, de la Cour suprême des États-Unis, une décision de l'honorable juge Clarence Thomas qui a reconnu que les citoyens avaient le droit, dans l'État de New York notamment, de porter l'arme et de l'afficher pratiquement. Donc, on vient renforcer la décision Heller, H-E-L-L-E-R, qui a été rendue il y a une décision. Évidemment, tout ça, par rapport à la situation canadienne, ça nous place en position, je vous dirais, de collision frontale. Parce qu'ici, au Canada, suite à l'affaire de Polytechnique, suite à l'affaire de Concordia, les tueries dans la région de Toronto, ici, c'est plutôt une sorte d'hystérie collective de peur des armes à feu. Donc, plutôt que d'avoir une approche qui consiste à maîtriser et à comprendre le phénomène, on réagit de façon très émotionnelle.
Et ça nous place dans une situation de grande vulnérabilité, de grande fragilité même, parce que en raison des problèmes de compétences juridictionnelles que je viens tout juste de soulever, là, de l'absence du fédéral aussi, qui a beau adopter des lois pour réglementer le commerce des armes et être de plus en plus restreint, de restreindre de plus en plus le type d'armes auxquelles les Canadiens pourraient avoir accès, ça ne règle pas la question des armes illégales, n'est-ce pas? Les armes illégales sont prohibées par le Code criminel, sauf que là, on assiste à un commerce, une importation, une distribution et une vente au noir d'armes de guerre et aussi d'armes que je pourrais qualifier de civiles, d'armes de poing utilisées par, disons, une clientèle reliée à une forme de banditisme. Voilà. Donc, on est vraiment en collision frontale, le Canada et les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, lorsqu'il y a question d'armes à feu, c'est la position, si vous voulez, républicaine qui a été confirmée par la Cour suprême à 2 occasions. Et il y a un autre dossier où on est aussi en collision frontale, c'est la décriminalisation, la légalisation et la commercialisation de la marijuana et possiblement dans un avenir pas si lointain, dans un avenir rapproché peut-être, de d'autres drogues. Aux États-Unis, dans la plupart des États, on a plutôt tendance à serrer l'écrou, à augmenter les sentences, à être plus sévères, même pour la marijuana, et à l'exception de quelques États qui ont adopté une position, je vous dirais, très similaire à la position canadienne en ce qui a trait à la marijuana. Bon. Mais je vous dirais que la majorité des États et que l'opinion publique en général est assez froide à l'idée de la légalisation, de la décriminalisation, de la légalisation des drogues. Là, ici, quand je parle de drogue, ici, bien entendu, je parle de drogue illégales, traditionnellement identifiées comme des stupéfiants, là, comme par exemple la marijuana, la cocaïne et d'autres. Bon. Donc là aussi, on est en collision frontale. Il y a donc entre le Canada et les États-Unis des incompatibilités graves, extrêmement graves, qui relèvent du droit international public et qui relèvent donc du droit fédéral. Et là, il va falloir à un moment donné qu'on adopte des positions de façon à harmoniser nos relations dans ces domaines extrêmement sensibles et qui peuvent être extrêmement, je vous dirais, dommageables. Maintenant, comment traiter la question de Montréal dans le contexte actuel en ayant tout ça dans le background, en sachant tout cela? Eh bien, moi, je pense que nous sommes mûrs, nous sommes rendus à une étape où il faut s'adresser aux communautés autochtones, en particulier à la communauté d'Akwesasne dont il est mention dans les médias, là, comme si c'était un État souverain, indépendant. Il faut en quelque sorte penser que nos dirigeants, le maire, les autorités provinciales et fédérales, organisent une rencontre sur ces questions très sensibles avec les conseils de bande. Pas seulement avec la police autochtone, là, manifestement, ils sont débordés, ils n'en viennent pas à bout, là. Il faut, avec les conseils de bande, et traiter de ces questions sensibles qui sont des questions objectives. Il n'est pas question de lancer des accusations. Il reste que le Canada et les États-Unis, sur la question des armes, sur la question des drogues, on a des positions complètement opposées et que les communautés autochtones ne reconnaissent pas ou pour ces communautés, la frontière entre le Canada et les États-Unis est une frontière des hommes blancs que nous sommes créés pour gérer notre fiscalité, gérer nos finances publiques, etc. Donc, il faut comprendre qu'il faut avoir une approche diplomatique
si on veut arriver à des résultats. Sinon, passez-moi l'expression, on va continuer de subir en sous-main, en secret, une forme de violence armée qui est tout à fait inacceptable et que nos forces policières vont devoir reprendre le contrôle et que dans ce contexte-là, c'est pas en mettant plus d'argent, de l'argent qu'on va arriver à régler le problème. Et c'est sûr qu'il faut davantage de policiers, je ne conteste pas cela, mais je pense qu'il va falloir à un moment donné s'intéresser, comme disait la vice-présidente américaine, the root cause, hein, la cause première et voir d'où viennent ces armes. D'après les médias, d'après ce qu'on entend à gauche par droite, ça provient des États-Unis. Bon, par certains chemins, peut-être des sentiers à l'extérieur, des réserves aussi. Faut pas négliger que ça peut être aussi à l'extérieur des réserves. Mais dans le cas des réserves, c'est certain qu'il y a des conseils de banque qu'on peut rencontrer, que les autorités peuvent rencontrer, la mairesse, Geneviève Guilbeault, les représentants du fédéral, avec la presse, une importante délégation des médias pour couvrir cela comme si c'était une conférence internationale. Parce que ça relève du droit international public. Là, on a un problème de frontière. Pour certains, la frontière existe, pour d'autres, la frontière n'existe pas. Du côté américain, la problématique autochtone est très différente, c'est un autre monde, mais là, il va falloir qu'on s'ajuste. Et cet ajustement-là passe par la diplomatie. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre solution. Évidemment, les partenaires, là, on parle ici de réunir des partenaires, la Ville de Montréal, on parle peut-être d'autres partenaires, la Fédération canadienne des municipalités, pour couvrir en quelque sorte les autres villes qui subissent les mêmes phénomènes de violence armée. Toronto, Vancouver, Halifax. Il peut y en avoir d'autres aussi. Mais en quelque sorte, ce qu'il faut, c'est ouvrir un dialogue franc, honnête, ouvert avec les autorités d'Akwesasne et possiblement de d'autres communautés. Parce que le principe de la reconnaissance des frontières, c'est la base même de la gestion exécutive. Hein, la reconnaissance des frontières, déterminer en quelque sorte le terrain de jeu, le parc, le carré de sable, pour parler comme des enfants, là. Ça c'est mon carré de sable, c'est chez moi. Donc, mais si un pan de la population ne reconnaît pas la frontière, ne reconnaît pas les politiques fiscales, on sait que dans le cas du commerce du tabac et des drogues, de la marijuana, etc., les Autochtones ne reconnaissent pas les politiques fiscales, nos politiques fiscales, ce qui est très compliqué, ce qui vient compliquer le débat énormément. Donc, ajouter à cela la question de la frontière, ben là, écoutez, on est dans des centres mouvants, là, n'est-ce pas? Et il va falloir déterminer un terrain de jeu, il va falloir s'entendre sur ces questions extrêmement sensibles, parce qu'on est en collision frontale constitutionnelle avec les États-Unis, ce qui crée une situation géopolitique internationale qui relève du droit international public, donc qui relève du bureau du premier ministre et évidemment de la représentante du Canada, de la gouverneure générale, à la limite, même si on lui donne seulement une fonction symbolique, c'est d'autant plus important qu'elle aussi, elle est autochtone. Donc, elle peut jouer un rôle majeur. Donc, c'est dans cette perspective que j'ai fait cette vidéo, que je lance un appel au dialogue pour mettre fin au trafic d'armes à la frontière, à notre frontière du Canada, du Québec, parce que de toute façon, c'est pas la frontière du Québec, c'est la frontière du Canada, là, soyons clairs. Eh bien, il faut ouvrir un dialogue et le nourrir, ce dialogue, l'entretenir, de la même façon qu'on le fait avec une puissance étrangère. Donc, il faut comprendre qu'on est rendu là et il faut réaliser cette collision frontale, je le dis, je le répète, entre le Canada et les États-Unis sur la question des armes à feu, sur la question des drogues. On est vraiment dans deux mondes complètement opposés. On fait exactement le contraire de ce que les Américains font, c'est à n'y rien comprendre, alors qu'en réalité, on aurait dû s'harmoniser. Là-dessus, voilà, je termine cette vidéo
en vous souhaitant à toutes et à tous un bon week-end. Partagez, n'hésitez pas à commenter si vous aimez ou vous n'aimez pas. Je suis très ouvert au débat. Et voilà, là-dessus, je vous souhaite une bonne journée encore une fois et à la prochaine.